Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Abhinav Agarwal. Alors Abhinav est un passionné d'innovation frugale, il est formateur, conférencier et il intervient essentiellement sur le thème de l'innovation sous contrainte pour une innovation inclusive et responsable. Alors il a plus de 10 ans d'expérience dans les domaines des données, de la veille économique, du marketing numérique, de la conception et du développement de logiciels et enfin de la gestion de projets. Alors depuis peu, il porte un projet de création d'un incubateur qu'il qualifie de Right Tech. Et donc cet incubateur est là pour initier et développer des démarches autour des principes de la frugalité. Abhinav, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Abhinav, on parle beaucoup d'innovation frugale, alors pardonne-moi pour la prononciation, de Jugad. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce thème-là ? Est-ce que c'est une méthode, une philosophie ? Donc effectivement, au cours des années, il y a eu plusieurs théories du management et d'innovation frugale, et je pense qu'il y a une vraie confusion si c'est un état d'esprit, une méthode ou une philosophie. Donc je dis que c'est tout à la fois, et je sais que c'est compliqué d'accepter une définition non cartésienne. Donc moi je décris l'innovation frugale par la métaphore du pain perdu, et comment, en pleine période de guerre, une mère trouve une délicieuse créativité pour transformer des produits pas chers et du pain rassis en un délicieux dessert pour nourrir sa famille. Donc, pour moi, l'innovation frugale est une approche. Ensuite, nous avons besoin d'un état d'esprit. Donc, le Jugaad, ou l'état d'esprit d'entrepreneur pour faire face à des contraintes. Donc, Jugaad, en hindi, c'est le système D et c'est l'état d'esprit. Donc, c'est un trait culturel des Indiens. Donc, on peut comparer ça aussi à l'effectuation. Ensuite, donc, il y a les valeurs, l'état d'esprit, et ensuite, il y a plusieurs méthodes qu'on peut appliquer pour arriver à une innovation frugale. Que ce soit le design thinking, le biomimétisme, le lean startup, la stratégie océan bleu, le design to cost, l'éco-conception, et il y en a plein d'autres. Mais en appliquant n'importe quelle méthode, on ne va pas forcément arriver à une innovation frugale. Et on peut même arriver à une innovation frugale avec la méthode BSP. C'est le bon sens paysan. Tu vois, parce que l'innovation frugale, c'est comment les artisans, les agriculteurs innover avec les moyens du bord et que les enfants et tout le monde peut innover. Et donc, voilà, on peut arriver à une innovation frugale sans appliquer une méthode particulière. Donc, c'est une approche non linéaire à l'innovation entre l'ingéniosité, la compassion et la sérendipité. Ok, alors d'accord, merci pour ce premier aperçu. Et du coup, alors là, tu nous as un petit peu expliqué dans quel état d'esprit se placer et puis quels outils utiliser, mais finalement, à quoi ça sert et quel est l'intérêt en fait d'utiliser cette démarche, et notamment pour une entreprise qui serait déjà dans une démarche d'innovation. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est que on est face à une pénurie de ressources, on a des problèmes écologiques, et donc on ne peut plus continuer à avoir une croissance en exploitant les ressources, mais il faut qu'on innove. C'est-à-dire, si on a une croissance par l'innovation, c'est beaucoup plus durable. Et
Et l'innovation frugale, c'est cette approche d'innover avec les contraintes. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais et de façon encore plus précise, quels sont les bénéfices en fait qu'une entreprise peut attendre ou peut espérer d'une démarche d'innovation frugale? Donc l'innovation frugale, avec l'innovation frugale, on peut innover pour avoir des produits ou des services sobres. Mais quand tu dis mettre en place une démarche d'innovation frugale en entreprise, euh, c'est-à-dire changer l'état d'esprit des gens et l'état d'esprit au niveau de l'entreprise, ça représente la culture de l'entreprise. Et, et si on arrive à partager ces valeurs, les principes de l'innovation frugale avec tout le monde, bah, l'entreprise devient résiliente pour faire face à tout genre de problèmes. Ça devient un état d'esprit pour résoudre des problèmes, faire face à des problèmes, tout en souriant, étant optimiste et en étant ingénieux face à des problèmes. On a vu qu'avec cette pandémie, il y a eu plein d'innovations, on a réduit le time to market. Donc, tout est possible si on a d'un côté un engagement vers l'humain et cette notion d'urgence. Et je pense qu'aujourd'hui, en entreprise, on cherche du sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Et juste la philosophie de l'innovation frugale, si on arrive à l'expliquer aux collaborateurs et que les collaborateurs voient l'intérêt de l'appliquer, bah, ça crée du sens aussi pour savoir où on va. Ok, donc ce que tu dis, c'est qu'au-delà voilà, de méthodes que l'on peut déjà connaître grâce à l'innovation, en fait, ce qu'apporte l'innovation frugale en plus, c'est un état d'esprit qui peut assez facilement être partagé au sein d'une entreprise et donc qui va apporter voilà résilience et puis une façon commune et ingénieuse, j'aime bien ce mot, d'aborder les situations qui se présentent à l'entreprise. Ok. Tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup parlé de frugalité ou d'utilisation, on va dire, raisonnée des ressources. Donc du coup, je fais aussi le lien avec une autre notion qui est très connue en entreprise, c'est la notion de développement durable. Toi, quel lien tu fais entre innovation frugale et développement durable? Donc, je pense que c'est un des, comme en anglais on dit, misconceptions. Donc, l'innovation frugale ne fait pas forcément des solutions sobres. Par exemple, en fait, le terme frugal, c'était Carlos Ghosn qui avait créé le terme ingénierie frugale et c'était en entreprise. Donc, ça va être utilisé en industrie et sans notion de développement durable. Donc, dans des innovations frugaux, il n'y a pas forcément cette notion de développement durable. Mais aujourd'hui, on l'associe de plus en plus et on fait référence à ces termes, surtout à la notion de contrainte que l'écologie et l'environnement nous posent. Donc, effectivement, en entreprise, je pense, aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'appliquer l'innovation frugale pour prendre en compte les paramètres de l'environnement, parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être jusqu'à 2-3 ans, ce n'était pas vraiment une considération dans la stratégie de l'entreprise. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut ou bien considérer l'environnement comme une contrainte ou une opportunité. Et parce que si on veut faire bien les choses, peut-être ça augmente les prix, du coup, ça pose une contrainte. Et donc, à tous les niveaux de l'entreprise, on peut mettre en place cette philosophie d'économie circulaire, du cradle to cradle, pour voir comment est-ce qu'on peut avoir une chaîne de valeur sobre, et même au niveau des services, comment est-ce qu'on peut gagner, gagner plus de temps,
au niveau de l'énergie et même l'informatique, est-ce qu'on a une approche sobre? Parce que on peut faire des choses d'une façon compliquée. Les ordinateurs moulinent, mais bien sûr, ça dégage de la chaleur. Donc aujourd'hui, chaque petite chose qu'on peut améliorer, ça vaut le coup. D'accord. Est-ce que, à ce stade-là, est-ce que tu as un exemple, alors d'une entreprise que tu peux nommer ou pas, qui montrerait en tout cas concrètement ce qu'une démarche voilà, d'innovation frugale, tout d'abord, s'est déroulée et puis a permis en fait d'atteindre comme résultat? Donc, un exemple qui me vient tout de suite, c'est GeoChanvre. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec Frédéric Roure, le PDG de la boîte GeoChanvre, qui fabrique en fait du géotextile à partir de chanvre. Donc, du textile à base de chanvre, sans utiliser de la colle, donc avec une technique de pression de l'eau, ils arrivent à tisser ces fibres. Donc, que ce soit le chanvre, les orties, ils ont tous, c'est de la même famille, ils ont tous cette même caractéristique. Donc, l'ambition de la boîte GeoChanvre, c'était de remplacer le plastique en agriculture. Et donc, ils ont commencé par des paillages en chanvre. Et donc, et maintenant, avec la pandémie, ils font aussi des masques biodégradables avec du géotextile. Et avec ça, ils vont plus loin dans la démarche. Ils ont une entreprise adaptée, donc il y a des handicapés qui leur aident à fabriquer des masques, par exemple. Donc, à la fois, ils arrivent à créer de l'emploi, ils utilisent les ressources disponibles, donc le chanvre qui est en abondance, et on commence à explorer de plus en plus tout ce qu'on peut faire avec le chanvre, du plastique, de la bière. Il y a aussi aujourd'hui un syndicat du chanvre, donc c'est très frugal. Donc voilà, par exemple, la boîte de Frédéric GeoChanvre, ils ont quand même fait du R&D pour arriver à ce géotextile. Donc, on parle beaucoup du deep tech. Ce sont des boîtes où on fait de la recherche. Donc, la recherche peut être chère, coûteux, mais finalement, on peut arriver à une solution sobre. Donc, je pense que c'est un très bon exemple de l'innovation frugale qui montre à la fois l'ingéniosité, la responsabilité environnementale et le développement par l'innovation. Oui, effectivement, enfin, en tout cas, il y a bien les trois piliers du développement durable. On voit bien l'aspect économique, puisqu'on crée des produits, on les vend et on crée de l'emploi. On voit bien l'aspect environnemental, puisqu'on utilise des ressources voilà, qui sont disponibles et qui sont renouvelables. Et puis l'aspect social, aussi avec l'intégration de certaines populations pour les remettre en emploi. Donc effectivement, c'est plutôt un bon exemple de ce que l'on peut faire grâce à l'innovation frugale. Puisqu'on est dans le domaine des entreprises, imaginons que l'on soit alors voilà PDG d'une PME ou bien responsable innovation dans une entreprise. Selon toi, quelle est la bonne approche pour démarrer en fait une démarche d'innovation frugale? Est-ce que, alors souvent dans les démarches il y a effectivement des principes, il peut éventuellement y avoir des méthodes de résolution de problèmes qui utiliseraient certains de ces principes, ou bien peut-être est-ce que toi tu as des exemples ou des suggestions qui permettraient à une entreprise de démarrer de façon peut-être modeste au départ, mais qui permettrait de démarrer une démarche d'innovation? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je pense que la première étape, c'est de sensibiliser les collaborateurs de ce que c'est l'innovation frugale. Donc, une acculturation, des exemples. Et donc, moi, j'ai défini aussi des principes. Donc, j'ai essayé de voir à travers les innovations frugales, qu'est-ce qui était commun
et comment est-ce qu'on peut arriver à une innovation frugale. Donc, ce qui est intéressant avec des principes, que ce sont très génériques et ce sont plutôt des schémas mentaux qui sont beaucoup plus souples qu'une méthode. Et une méthode peut parfois être contraignante, tandis qu'une fois les principes ont été intégrés, ils peuvent être appliqués à n'importe quel contexte. Et une fois que les principes sont intégrés, bah, l'état d'esprit, c'est à l'échelle de l'individu et ça devient une culture à l'échelle Quels sont les principes que toi tu as identifiés et isolés et qui peuvent servir à toute entreprise? Ok, donc le premier principe, c'est utiliser les ressources disponibles, abordables et accessibles comme levier. Donc, je distingue ici entre disponible et accessible. Souvent, on n'a pas des ressources, mais à travers des partenariats, on a des ressources accessibles. Donc, la plateforme France Barter, qui est une plateforme B2B, bah, typiquement, on peut échanger des services ou des produits ou des ressources contre des barters ou d'autres services. Donc c'est très important de comprendre, parce qu'on dit souvent résoudre des problèmes avec des ressources disponibles, mais des ressources accessibles aussi sont disponibles. Le deuxième principe, c'est trouver de nouvelles façons d'ajouter de la valeur aux ressources existantes. Donc typiquement, toute l'économie de partage, l'économie circulaire, c'est on essaie de trouver des nouvelles façons d'ajouter de la valeur aux ressources existantes, que ce soit Blablacar, qui a donné une valeur ajoutée à une siège sous-utilisé, ou que ce soit les jeans 1800, 1081, je ne sais plus, qui ont trouvé une façon de donner une nouvelle vie à des vieux jeans. Le troisième principe, c'est ressentir la problématique en allant sur le terrain et passer au-delà de la simple compréhension. Donc, effectivement, dans la démarche de design thinking, on parle beaucoup de l'empathie. Mais je pense que dans l'innovation frugale, on pousse ça encore plus loin. Et il y a une fine distinction entre l'empathie et la compassion. Et l'innovation frugale, c'est vraiment devenir le problème pour essayer de voir des solutions comme la personne qui a ce problème. Parce que souvent, dans la démarche d'innovation frugale, on essaie de résoudre un problème pour nous-mêmes, et une fois qu'on a trouvé une solution, on peut le passer à l'échelle pour répondre aux besoins des autres. Donc c'est vraiment important de ressentir le problème au lieu d'une compréhension intellectuelle. Le quatrième principe, c'est remettre en question ses certitudes. Donc, quelle que soit la méthode, on peut l'appliquer, mais si on ne met pas en question ses propres certitudes, on ne pourra pas faire face à nos biais cognitifs. Donc, et pour ça, il n'y a pas de méthode. Il y a des techniques de créativité et des façons ingénieuses pour casser les biais cognitifs et les fixités fonctionnelles. Souvent en entreprise, on entend « ce n'est pas possible de faire ça » ou on n'a jamais fait ça. Il y a une solution qui marche, ne le touchons pas, ne le cassons pas. Donc, ce sont tous des biais cognitifs. Donc, on a besoin de remettre en question nos certitudes. Donc, le cinquième principe, ensuite, c'est accepter les contraintes pour générer de nouvelles solutions. Donc, c'est qu'une fois qu'on a accepté les contraintes, au lieu de se plaindre que ce sont des contraintes, on dit « OK, ce sont des contraintes de ressources, de prix, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, c'est comme dans l'improvisation, on dit « oui, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et là, ça change tout. Le sixième principe, c'est réunir et combiner les connaissances, les perspectives de 2 ou plusieurs domaines. Donc, c'est important de s'inspirer d'autres univers. Et ça peut se faire
qu'on arrive à réunir des experts dans différents domaines. Donc moi, naturellement, je m'intéresse à plein de sujets, que ce soit le théâtre, les énergies renouvelables, les batteries, l'éco-conception. Et donc, quand je suis face à une problématique, je peux puiser mes connaissances dans différents domaines. Et c'est que qu'on arrive. En fait, l'innovation, c'est aussi quand deux domaines de connaissances qui se sont jamais réunis, qui se rencontrent pour la première fois, il y a une innovation qui peut se faire. Le septième principe, c'est se concentrer sur la création responsable de valeur, pas une extraction de ressources. Donc, c'est la discussion qu'on a eue. L'innovation frugale n'est pas forcément là au service du développement durable, mais je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui que l'innovation, on doit aller vers une innovation responsable, inclusive, sociale, sociétale, et si on peut répondre aux 17 ODD identifiés par les nations. Donc, juste pardon, pour ODD, les objectifs de développement durable qui ont effectivement été définis par l'ONU, alors de mémoire en 2015. Tout à fait, merci Frédéric. Donc le huitième principe, c'est identifier les opportunités de co-création. Donc la force de l'innovation frugale est aussi à travers des partenariats intelligents. Donc par exemple, dans l'exemple du compte nickel, la banque sans banque. Donc c'était ce partenariat intelligent avec des buralistes. Donc les buralistes sont devenus des guichets de banque. Et donc, chez les buralistes, pour 20 € dans 5 minutes, on a un compte en banque. Donc, grâce à ce partenariat, il n'y avait pas ces coûts fixes d'avoir une agence, d'où réduire les coûts fixes et aller vers l'inclusion financière de plus de personnes. Le neuvième principe, qui aurait été là dès le départ, c'est chercher la simplicité. Donc, il y a vraiment cette recherche de simplicité quand on est face à des contraintes et de la complexité. La seule solution, c'est de simplifier. Et c'est souvent aussi à cause des biais cognitifs, des fixités, qu'on n'arrive pas à avoir des solutions simples, parce que c'est beaucoup plus... on donne beaucoup plus d'importance à des solutions compliquées que des solutions simples. Donc, et surtout, on a vu en 2020, c'était comme si on avait vécu 5 ans dans un an avec tout ce qui s'est passé. Donc, pour faire face à cette vitesse avec laquelle on est en train de transformer, et je pense que ça va que accélérer, on a vraiment besoin d'aller vers une simplicité. Le dernier principe, c'est tester les solutions, transformer les idées et prospérer. Donc on reste à une stade d'idées, on va continuer à imaginer des choses, mais l'innovation frugale, c'est aussi comment est-ce qu'on peut rapidement trouver une solution, le tester, le mettre en œuvre et continuer à l'améliorer, l'itérer. Voilà, donc ce sont ces 10 principes. Et donc, en entreprise, en fonction, donc une fois que ce sont intégrés comme un état d'esprit, on peut l'appliquer partout. Moi, je vois des opportunités partout. Donc, en entreprise, il y a ces deux activités. Donc, il y a des activités d'exploration et ensuite, il y a des activités d'exécution. Donc, les activités d'exécution, il n'y a pas trop d'incertitudes, on n'a pas besoin d'innovation, ce sont des process qui tournent. Donc, là, on peut appliquer l'innovation frugale pour faire autrement les choses et trouver comment améliorer les process, mais peut-être d'une façon radicale. Parce que si on challenge nos biais cognitifs, notre façon de voir les choses, on pourrait peut-être faire autrement les choses. Donc, et ensuite, il y a toutes les activités qui concernent l'exploration.
Donc, est-ce qu'il y a un nouveau marché? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qu'on peut lancer? S'il y a du sourcing de produits à faire, ou trouver des nouveaux canaux de distribution. Dans le marketing aussi, on a besoin de créativité, on a ce champ d'exploration possible. Et, donc là aussi, on peut appliquer ces... Si on résume, et puis ça va peut-être permettre aussi de relancer ton intervention, mais en fait ce que tu as dit initialement, c'était effectivement de sensibiliser, d'acculturer l'ensemble, voilà, du personnel, même des parties intéressées, c'est-à-dire des partenaires de l'entreprise à ces notions d'innovation frugale. L'autre étape que tu donnais, c'était j'imagine d'expliciter ou bien même de faire tester ces 10 principes. On voit bien que chacun de ces 10 principes, on peut les utiliser, on peut les appliquer indépendamment des autres. Et j'imagine que l'état ultime, c'est d'être capable d'utiliser un maximum de ces principes-là face à des situations. Et puis la troisième étape que tu proposes, c'est de distinguer finalement deux régimes de mode de fonctionnement de l'entreprise. Hein. C'est le fonctionnement classique, l'exécution qui consiste à mener les activités quotidiennes de l'entreprise. Et là, on peut les améliorer en y injectant ces principes de l'innovation frugale pour peut-être identifier des opportunités d'amélioration. Et puis, lorsqu'on est en phase que tu qualifies d'exploration, finalement, c'est de l'innovation, c'est de trouver de nouvelles idées, de nouvelles pistes. On peut là aussi s'inspirer de ces principes-là pour trouver des voies qui jusque-là étaient inexplorées. Est-ce que tu as... donc finalement il y a 3 étapes. Hein. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter sur ce que l'on peut faire en entreprise ? Donc, juste pour revenir au niveau de l'exécution, en fait, souvent... ce sont des démarches pour réduire les coûts et optimiser. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment de l'innovation frugale où on essaie juste d'optimiser les coûts. Et donc ce sont plus une recherche d'efficience, et il y a plein d'autres méthodes comme le Six Sigma et autres qu'on peut utiliser. Donc avec l'innovation frugale, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut voir autrement le contexte et la problématique. Et donc, à part les produits, les services classiques et le business as usual, donc on peut aussi avoir une innovation aller au-delà de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on parle du bien commun de la ville. Donc, comment est-ce que l'entreprise peut contribuer au bien commun en intégrant les citoyens, donc avec bien sûr la valeur de proposition clé de l'entreprise, est-ce qu'elle arrive aussi à contribuer au bien commun? Donc, ça, c'est des questions à se poser. Il y a aussi des démarches d'open innovation que l'entreprise pourrait mettre en place en collaborant avec des universités, d'autres entreprises, des associations. Donc, il y a aussi, quand on parle de culture, il y a aussi la gouvernance. Donc, ce n'est pas directement l'innovation frugale, mais je pense que cette démarche d'innovation frugale, qui est une démarche qui vient d'en bas, du bottom-up, ou ce que le professeur Anil Gupta dit, c'est du grassroots innovation. Donc, c'est un mouvement qui vient d'en bas. Et en entreprise, ça peut être de l'intrapreneuriat, ou ça peut aussi être mettre en place une gouvernance adaptative. Donc, pour moi, tous ces projets d'entreprise pour aller vers une entreprise libérée pourront aussi s'inscrire dans cette démarche. Donc, pour moi, l'innovation frugale, le terme, il est très large et ça peut englober toutes ces différentes méthodes et ces approches. D'accord. En tout cas, je trouve que ça fait parfaitement le lien avec une autre question que je voulais te poser, parce que on voit bien que finalement, en partant d'une méthode qui peut tout à fait s'appliquer en entreprise, on peut tout à fait déborder et en arriver finalement à
à nous en tant que citoyens, puisque là, tu as parlé de principes qui peuvent s'appliquer au quotidien pour chacun d'entre nous. Et du coup, toi, en tant que citoyen, est-ce que tu as des exemples en fait des principes de l'innovation frugale qui peuvent s'appliquer dans notre quotidien? Alors, tu as parlé effectivement des villes, mais d'une façon générale, peut-être de la vie en général. Est-ce qu'il y a des exemples que tu peux nous donner? Donc, à la base, l'innovation frugale, ça a commencé par le citoyen. Donc, c'était le citoyen qui avait un problème. Donc, en Inde, que ce soit la douche est cassée, et donc on remplace avec une bouteille en plastique, on fait des trous. Ou en Inde, c'est typique où il y a euh, la pompe d'irrigation est tombée en panne, et donc ils ont transformé le moteur d'une moto pour l'irrigation. Et en fait, donc, juste pour revenir en arrière par rapport aux entreprises, ce que l'innovation frugale peut faire, c'est remettre en question tout. Et remettre en question, est-ce que ce qu'on fait est essentiel? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a une autre façon de refaire les choses? Donc, pour moi, cette démarche d'innovation frugale, c'est à travers le questionnement. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de poser des questions. Avec les réseaux sociaux, les fake news, le problème, c'est qu'on rentre dans une économie paresseuse et qu'on arrête de se poser les bonnes questions. Et donc, au niveau des citoyens, on a tous besoin de poser les bonnes questions pour avoir un meilleur engagement. Donc, les questions sur l'environnement, le Covid, la 5G, tous ces sujets d'actualité, il faut qu'on les pose à nous-mêmes, qu'on va creuser les sujets. Un premier acte de responsabilité. Et ensuite, dans notre quotidien, on arrête d'aller vers une économie de consommation. Donc, on n'a pas besoin, quand il y a des soldes, moi, ça m'énerve d'aller pour les soldes. Il y a trop de gens, ça prend un temps fou et on achète quelque chose qu'on a besoin pour peut-être dans la prochaine saison. Donc, parfois, si on sait déjà, on peut prendre l'essentiel qu'on a besoin, mais on n'a pas besoin d'acheter tout ou de jeter. On peut aller à Emmaüs ou plein d'autres boutiques et acheter du second-hand. Pareil pour la cuisine, on peut tout ce qu'on fait d'une façon quotidienne et des commander sur Uber. On peut cuisiner avec manger sain et aussi utiliser les restes. On peut faire des super pesto avec des feuilles de carottes, par exemple. Donc, pour moi, la frugalité, c'est de ralentir le temps. Comment est-ce qu'on peut augmenter la vie des objets au quotidien? Comment est-ce qu'on peut faire un tri dans tout ce qu'on a pour se rendre compte de l'essentiel, aller vers du minimalisme? Quand on a vraiment ce que... Par exemple, moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis en France, mais en fait, quand j'étais venu au début, je me suis dit, OK, je vais rentrer en Inde après 3 ans. Et ensuite, c'est devenu 5 ans. Et du coup, je ne savais jamais quand je vais rentrer en Inde et je déménageais tout le temps. Et donc, aujourd'hui aussi, j'ai que 2 valises dans lesquelles je peux tout mettre parce que je ne sais jamais quand je vais rentrer ou pas, ou déménager. Donc, je n'accumule pas du tout des choses. Et ensuite, c'est l'ingéniosité. Si on peut voir qu'on peut réparer quelque chose, peut-être ça va nous prendre un peu plus d'efforts ou demander à nos amis si quelqu'un sait réparer ou aller voir sur YouTube un tutoriel de comment réparer des choses simples. Et ensuite, se mettre au jardinage, à la permaculture et le retour à la terre pour aussi commencer à réfléchir avec les mains. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande crise.
On réfléchit avec un doigt et avec un clic. Donc, je pense que c'est important de faire les choses avec ses mains. Est-ce que tout ce que tu viens de nous expliquer là sur finalement le nouveau rôle que les citoyens peuvent avoir, c'est des choses que vous allez développer dans le cadre de cet incubateur que tu qualifies de Right Tech. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de cet incubateur-là, du projet et de ce que vous cherchez à faire? Donc, effectivement, avec ce projet que je nomme le Jardin d'Émeraude, donc c'est un domaine en Normandie, à 1 heure de Paris. Donc, c'est un domaine qui appartient à Sophia Strillrever, qui est la biographe du Dalai Lama, et qui fait ce lien entre donc, elle a écrit son dernier livre, s'appelle L'urgence d'aimer. Donc, ça fait un lien entre s'aimer, ces concepts de la méditation et le développement durable. Et comment est-ce que chaque chose qu'on fait peut devenir une méditation ou cette notion de service au service de l'environnement. Donc, le projet qu'on a avec elle, c'est de transformer ce lieu autour de 3 axes, autour de l'écologie, le bien-être et l'innovation. Donc, dans cet écosystème, il y a donc ce domaine, il est à Breuil-Pont, donc il y a un train direct de Saint-Lazare. Et dans cet écosystème, donc il y a 1 hectare d'étang, il y a 4-5 hectares de bois et on a quelques hectares de prairies. Donc, on veut mettre en place, on veut cultiver des plantes médicinaux, des herbes aromatiques, faire de la permaculture pour avoir une résilience alimentaire. Donc, déjà, pouvoir se nourrir nous-mêmes au long de l'année, mais aussi, du coup, nourrir les voisins peut-être, des écoles à côté. Mettre en place la résilience énergétique. Donc, on est en train de faire des études de faisabilité pour comment est-ce qu'on peut... est-ce que c'est grâce à des centrales solaires, à du photovoltaïque, qu'on peut avoir de l'énergie? Est-ce qu'on fait avec ça de l'hydrogène? Est-ce qu'on met en place un système de méthanisation, un méthaniseur? Donc, ce sont des questions qu'on est en train de se poser. Comment est-ce qu'on peut aller vers cette résilience alimentaire, résilience énergétique, résilience économique? Donc, le modèle économique, c'est de mettre en place des retraites, des retraites et des formations au niveau de l'écologie, le bien-être. Mais du coup, quand on parle de résilience économique, on voit que si, avec la pandémie, si ça continue pendant encore 2 ans, ça ne veut pas, ça va se terminer fin 2021, début 2022. Comment est-ce qu'on peut créer plus de valeur, donc produire des choses sur place? Donc, il y a déjà tout ce qui est agricole, mais peut-être aussi en collaborant avec la ville, trouver s'il y a des déchets plastiques qui ne sont pas pris en charge, essayer de les transformer en mobilier ou d'autres choses qu'on peut faire. Donc, mettre en place un petit lab, un petit genre de Fab Lab. Donc, il y a aussi plein d'autres idées qu'on est en train d'explorer, comme on a un étang aussi. On peut peut-être il y a plein de choses avec des algues qu'on peut faire. Il y a aussi la spiruline. Donc, pour l'instant, ce sont plein de projets et on cherche des experts et aussi des gens qui veulent venir collaborer et aussi tester. Donc, il y a plein de startups et des projets qui ont des super innovations frugaux ou le right tech. Donc, le right tech, en fait, c'est plutôt pour ne pas avoir cette guerre entre le low tech et du high tech. Et c'est trouver le right tech. Et donc, je pense que ça vient de Schumacher, qui avait défini du appropriate technology. Et je pense que le terme right tech vient de là.
J'ai pas trouvé plus de références que ça, donc c'est vraiment utilisé dans les moyens qu'on a, dans les contextes, pas essayer d'avoir les dernières technologies, mais essayer de voir trouver le juste milieu entre les connaissances traditionnelles, les pratiques traditionnelles et les nouvelles technologies. Donc, il y a plein de démarches au niveau de l'éco-conception, donc de l'éco-construction. On va mettre en place des tiny houses aussi. Il y a des pistes d'isolation, de chauffage. Donc, il y a toute une démarche au niveau de l'énergie qu'on va faire. Et finalement, tout l'enjeu, c'est comment mesurer l'impact que ça a. Donc, l'impact au niveau de l'environnement, la société, énergie. Donc, toute cette démarche d'impact aussi qu'on pourrait mettre en J'imagine place. que vous avez un site web sur les jardins d'émeraude. Ouais, c'est Jardin d'émeraude avec un S à la fin. Et émeraude s'écrit avec A-I-M, comme aimer. Et le jardin d'émeraude, donc l'émeraude, donc il est vert, l'écologie, no-brainer. Mais c'est une pierre qui nous connecte à la terre, au corps. Et sinon, il y a aussi la table d'émeraude qui est que tous les alchimistes ont essayé de décrypter, que ce soit Pythagore, Léonard de Vinci. Ils avaient tout ça affiché sur leur mur. Donc pour moi, cette métaphore de l'alchimie, c'est la métaphore aussi de l'innovation et de concilier et d'aller chercher ces secrets de la nature, parce que l'alchimie à la base, c'est comprendre et observer la nature. Et aujourd'hui, l'innovation aussi, on est en train de jouer avec les secrets de la nature. Ok, ce projet démarre en 2021 ? Ouais, les portes ouvrent en mars 2021 et on va commencer à organiser des événements. Donc il y a déjà des retraites et des formations prévues à partir de mars, mais je pense qu'on va aussi faire une ou plusieurs journées dédiées à l'innovation frugale. À partir de Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc on a fait un très très beau point et merci pour cette présentation Abhinav sur l'innovation frugale, sur voilà, ce que l'on peut en faire en entreprise de façon, on va dire, très concrète, mais également en quoi ces principes-là peuvent nous servir dans la vie de tous les jours, nous en tant que citoyens. Et on voit bien qu'avec ce dernier projet, Jardin d'émeraude, tu essayes finalement de faire le lien entre voilà, un projet économique et puis un projet social et presque philosophique. Avant de terminer, je te laisse voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup à toi, Frédéric, pour ce petit interview. Je sais que tu es un passionné de l'innovation et tu t'intéresses à plein de méthodes et plein d'approches et tu accompagnes aussi des startups. Et donc, je sais que tu vas appliquer aussi ces méthodes pour toi-même et que tu t'intéresses surtout aussi à l'innovation responsable. Donc, j'espère que tout ce qu'on a partagé pourrait aussi te servir et aussi merci pour m'aider à diffuser ces idées. Donc, je pense qu'on est tous innovateurs et sauf parfois on a besoin d'être bousculé, on a besoin des contraintes pour nous réveiller, comme le Covid, cette pandémie qui était venue nous réveiller et nous dire que voilà, tout n'est pas acquis et on a besoin de se remettre en question tous les jours. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Abhinav. À bientôt. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.